Un soulagement en un clin d'œil avec les antidouleurs en vente libre. On en a tous dans notre armoire à pharmacie. Mais sait-on seulement ce qu'on ingurgite? Risque important d'ulcère et d'hémorragie dans le tractus gastro-intestinal. Crise cardiaque, infarctus, attaque d'apoplexie, sympa. Ces effets indésirables sont occultés. Et pourtant, la dangerosité de certains principes actifs est dénoncée par des experts. Si le paracétamol passait aujourd'hui devant une commission d'autorisation de mise sur le marché, étant donné son profil et les risques liés à sa consommation, il ne serait probablement pas autorisé. Prendre ces médicaments sans ordonnance, trop souvent et trop longtemps, peut avoir de graves conséquences. J'avais confiance dans ces cachets. Je ne me doutais pas un instant qu'ils étaient en train de me détruire les reins. Ces médicaments sont tout sauf inoffensifs. Et pourtant, on en consomme de plus en plus, y compris pour le sport amateur. Parce que là, ça va être 4 heures, donc je ne sais pas ce que je vais endurer. Le commerce des antalgiques est très lucratif. D'autant plus que les médecins se chargent d'en faire la promotion, ce dont ils refusent de parler. Les comprimés contre la douleur rapportent gros. On ne s'en sépare plus. À la moindre indisposition, prendre un cachet est devenu un réflexe. Nous sommes peu nombreux à savoir qu'ils peuvent nous empoisonner ou même nous tuer. Waltraud Eicke est la preuve vivante que ces médicaments réputés sans danger peuvent nous rendre malades. Ancienne directrice d'un institut de formation continue, elle a commencé à prendre des antalgiques quand son mari a contracté un cancer. Elle voulait pouvoir assurer toutes ses responsabilités malgré des douleurs intenses au genou. J'ai remarqué que j'avais une douleur récurrente dans le genou. Je suis allée voir le médecin qui m'a prescrit de l'ibuprofène. Ça m'a beaucoup aidé. Avec les médicaments, je me sentais en forme. Je ne sentais rien quand je les prenais. Alors j'ai continué. J'en avalais parfois 2 le matin et 2 l'après-midi. Ça n'avait pas l'air de me faire de mal. 4 comprimés de 400 mg par jour, c'est davantage que la dose maximale recommandée en cas d'automédication. Waltraud Eicke s'est procuré ce médicament en pharmacie régulièrement pendant 10 ans. Aujourd'hui, elle est très malade. Ses genoux ne pouvant plus la porter, elle ne peut pas se rendre à l'hôpital toute seule. Or pour elle, c'est une question de vie ou de mort, car ses reins ne fonctionnent plus. 3 fois par semaine, Waltraud Eicke doit se faire conduire au centre de néphrologie d'Erfurt pour une hémodialyse. Il faut environ 5 heures à la machine pour purifier tout son sang. Tout est de la faute des comprimés que je prenais pour pouvoir assurer mes obligations et m'acquitter de ma responsabilité vis-à-vis de mon mari. Je ne pouvais pas me payer le luxe de m'asseoir quand j'avais mal pour me reposer en attendant que ça passe. Je devais pouvoir vaquer à mes occupations. Et ces médicaments m'ont aidé. Évidemment, j'ignorais que dans le même temps, ils me détruisaient les reins. J'avais confiance dans ces médicaments, parce qu'ils me soulageaient vraiment. Waltraud est condamné à faire des dialyses pour le restant de ses jours à cause de ces cachets en vente libre que l'on pense sans danger. Et son cas est loin d'être unique, à en croire le néphrologue Christoph Haufe. Cependant, les statistiques ne permettent pas d'établir un lien patent entre analgésique et affection rénale à ce jour. Personnellement, je pense qu'il y a un nombre relativement élevé de cas non recensés de patients qui n'auraient probablement pas eu besoin de faire de dialyse, ou alors beaucoup plus tard, s'ils n'avaient pas ingéré d'antalgiques. Et puis, il y a les patients qui ne pensent pas à nous dire qu'ils ont consommé des analgésiques. Ce qu'on se procure soi-même pour soigner des maux passagers ou même chroniques et qu'on consomme donc parfois à répétition pendant des années sans plus vraiment y penser, on oublie souvent d'en parler au médecin. Or, si un patient ne me dit pas de lui-même qu'il a pris des antidouleurs pendant X temps, comme l'a fait Mme Eicke, il m'est difficile d'établir le lien avec son état de santé actuel. Des médicaments dont on ne se rend plus compte que ce sont des médicaments. Dès lors, qui s'étonnera qu'on en abuse?
Il nous accompagne depuis plus de 130 ans. À la fin du XIXe siècle, les chercheurs de la prestigieuse université de Strasbourg étudient les effets potentiellement antiparasitaires du naftalène. À la suite d'une confusion du pharmacien, ils donnent de l'acétanilide à leurs patients. Résultat, les parasites intestinaux demeurent, mais la température des malades baisse miraculeusement. L'acétanilide a une structure chimique proche de celle d'un produit organique utilisé pour fabriquer certains colorants, la phénacétine. Cela éveille l'intérêt du jeune directeur de recherche de la société chimique Bayer, Carl Duisberg. Il lance alors le premier médicament Bayer. En 1887, la phénacétine fait un tabac en tant que remède fébrifuge et antidouleur, malgré ses effets désastreux sur les reins. Au début du XXe siècle, un deuxième médicament Bayer voit le jour, l'aspirine. On en fait la réclame avec ce genre de slogan. L'acide acétylsalicylique se vend dans le monde entier sous différentes dénominations. En Allemagne, on vante son action rapide à travers des spots de ce type. Dans les années 50, à New York, la phénacétine sert de base à un nouveau médicament. Les biochimistes Bernard Brody et Julius Axelrod découvrent la substance active dénommée paracétamol. Elle est mieux tolérée que la phénacétine et devient le principal concurrent de l'aspirine en Amérique sous le nom de Tylenol. À nouveau, on met en avant l'action très rapide du produit, y compris à la télévision allemande. Spalt schaltet den Schmerz ab, schnell. Après le paracétamol et l'acide acétylsalicylique, c'est au tour du diclofénac et de l'ibuprofène. Ce dernier est réputé particulièrement efficace contre le mal de tête. Wenn Kopfschmerzen Sie quälen, hilft Dolomin Extra, extra schnell. De tous les médicaments les plus vendus, 7 sont des analgésiques. L'industrie pharmaceutique allemande fait un demi-milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel avec les comprimés en vente libre. Elle vend de l'aspirine depuis une bonne centaine d'années, du paracétamol depuis 60 ans, du diclofénac depuis 50 ans et de l'ibuprofène depuis une quarantaine d'années. Le plus célèbre adversaire allemand du marché de la douleur travaille à l'université d'Erlangen. C'est le pharmacologue Kai Brune. Il nous met avant tout en garde contre le paracétamol, l'antidouleur le plus populaire en Allemagne. Le paracétamol est une substance très particulière. Elle est populaire un peu partout, mais extraordinairement dangereuse. Si vous en ingérez ne serait-ce que le double de la dose indiquée, vous risquez de vous ruiner le foie irréversiblement. Malgré tout, le paracétamol, qui entre dans la composition de médicaments divers et variés, continue à se vendre comme des petits pains. Les somnifères contiennent du paracétamol, les antipyrétiques contiennent du paracétamol, les antigrippaux contiennent du paracétamol. Si quelqu'un prend tous ces médicaments à la fois, même en respectant pour chacun les doses prescrites, il se retrouve en fin de journée avec une quantité bien supérieure aux 4 grammes que nous considérons comme inoffensifs dans le sang. Et il a de fortes chances de se retrouver le lendemain en soins intensifs. Le centre antipoison d'Erfurt est l'un des 7 centres de ce type en Allemagne. Il reçoit quotidiennement des appels de personnes qui ont dépassé les doses prescrites. La pharmacienne Anne Sturzebecher a tous les jours affaire à des cas critiques. Centre antipoison d'Erfurt, Anne Sturzebecher, bonjour. Elle a pris du paracétamol et de l'ibuprofène. À quand est-ce que ça remonte? Quel âge a cette femme et combien pèse-t-elle? 26 ans. 58 kilos. Pour déterminer le risque encouru par la jeune femme, la pharmacienne divise la quantité de médicaments ingérés par le poids de la personne. Son interlocuteur est un médecin urgentiste dont la patiente a, semble-t-il, voulu mettre fin à ses jours. Une entreprise qui a bien failli réussir. Elle doit absolument rester en observation. Elle a pris 8 grammes d'ibuprofène. Or, à partir de 6 grammes en une seule prise, il y a un risque important d'affection rénale, voire d'insuffisance rénale aiguë. Empoisonnée par des médicaments sans ordonnance?
La patiente a également ingéré 7,5 g de paracétamol, presque le double de la dose maximale autorisée par jour, ce qui peut affecter le foie durablement. Le pharmacologue Helmut Henschel, directeur du centre antipoison d'Erfurt, relève près d'un cas d'empoisonnement au paracétamol par jour. On a plus de 300 cas d'empoisonnement par an. Si le paracétamol passait aujourd'hui devant une commission d'autorisation de mise sur le marché, étant donné son profil et les risques liés à sa consommation, il ne serait probablement pas autorisé. 4000 cas d'empoisonnement aux médicaments sont recensés chaque année en Allemagne. On estime que la moitié des personnes touchées meurent d'effets à long terme, de gastroragie ou d'insuffisance rénale ou hépatique, tuées par des médicaments réputés inoffensifs et censés les aider. La douleur n'est pas compatible avec notre idée de la vie. On veut toujours être performant, passer du bon temps, être productif. Et on essaye de le rester en permanence en prenant des médicaments antidouleurs, alors qu'on devrait se rendre compte qu'à un moment donné, notre corps ne fonctionne plus bien. Strasbourg. Une fois par an, la ville accueille une épreuve sportive qui exige une grande maîtrise de la douleur. Le chef-lieu de l'Alsace prépare son marathon annuel. Les analgésiques jouent un rôle de plus en plus grand dans les sports de loisirs. On les prend notamment à titre préventif pour être sûr de pouvoir donner le meilleur de soi-même. Ce qui compte pour moi, c'est de participer à l'expérience. Je veux réussir à dépasser les 30 km. À ce qui paraît, c'est là que ça commence à vraiment faire mal. Et c'est quoi comme douleur? C'est plutôt des douleurs musculaires, des muscles qu'on n'a pas trop l'habitude d'utiliser. Voilà. On n'a jamais de douleur. On l'oublie la douleur. Oui. As-tu déjà pris des antalgiques? Non. Est-ce que vous avez déjà pris des médicaments antidouleurs pendant la préparation ou même le jour de marathon? Non, jamais. Non, pas du tout. Non, Peut-on courir 40 km sans ressentir aucune douleur? Antje Dresen, sociologue du sport à Mayence, s'est penché sur la question. Nous avons interrogé tous les athlètes non professionnels qui n'ont pas de licence et font du sport en dehors de tout cadre. Par exemple, ceux qui s'inscrivent à des marathons de leur propre initiative, à des triathlons ou à des courses populaires. Et nous avons été surpris de constater que plus de la moitié d'entre eux, tous âges confondus, prenaient des analgésiques en prévention, dans l'espoir de battre un record, de se surpasser eux-mêmes ou de se démarquer des autres. En fait, ils prennent des antidouleurs pour faire taire les signaux d'alarme qu'envoie le corps en cas de surmenage. L'étude de la sociologue se base sur des sondages anonymes, ce qui explique peut-être que nous ayons des résultats très différents. Personne, devant la caméra, ne veut admettre consommer des analgésiques, à 2 exceptions près. Je n'en prends que lorsque je cours, et seulement quand je pense que ça peut vraiment m'aider. Comme je souffre pas mal pendant la course, je ne sais pas exactement quelle influence a l'aspirine. Je n'en prends jamais à la maison car je n'ai jamais mal à la tête. Je n'en consomme donc que pendant les marathons. C'est le seul moment où j'estime en avoir parfois besoin. Vous avez pris du paracétamol ou... Oui, j'ai pris ça. Aujourd'hui, ce matin. Et c'est pourquoi? Parce que là, ça va être 4 heures, donc je sais pas ce que je vais endurer. Super. On verra. À vos marques, prêts. 9 h du matin, 42 km en perspective. Tous les marathoniens rêvent de réussir cette prouesse en moins de 4 heures, voire 3. Le marathon est le summum du dépassement de soi. Il faut aimer souffrir pour y participer. Il est donc assez étonnant que plus de la moitié des participants avalent peut-être des cachets, justement pour éviter de souffrir. Nous étions surpris qu'ils soient si nombreux à avoir recours aux analgésiques. De la part de sportifs professionnels, on peut le comprendre, car ils ont des contraintes, ils doivent contenter leurs sponsors, atteindre des buts précis, gagner de l'argent. C'est un métier pour eux. Les sportifs amateurs, en revanche, ne subissent pas cette pression qui les incite à repousser leurs limites et à vaincre. Anne-Sophie Schneegans
travaille dans une pharmacie de Strasbourg et répond aux problèmes de santé de ses clients. Français et Allemands ont les mêmes préférences en matière d'analgésiques, leur préféré étant le paracétamol, suivi de près par l'ibuprofène. Les personnes, globalement, prennent beaucoup plus facilement des antalgiques dès la moindre douleur. On va avoir une prise dès la première gêne, sans forcément attendre éventuellement, ou dès le début d'une fièvre. Les personnes vont avoir recours au paracétamol ou à l'ibuprofène assez rapidement. C'est quelque chose qui est devenu d'un usage fréquent. L'offre est la même en France et en Allemagne en matière d'antalgiques en vente libre. Pour mettre en garde leurs clients contre la surconsommation de ces médicaments, les pharmaciens peuvent distribuer des brochures qui mettent en évidence les dangers du paracétamol, et notamment les troubles hépatiques. Il revient aux professionnels de juger à quel client ils distribuent la brochure. Lorsqu'on sent que les personnes ne se rendent pas du tout compte de l'importance du respect de la posologie, on va leur remettre une documentation qui leur permettra de prendre un peu plus de temps et de réaliser qu'il ne faut quand même pas consommer et surconsommer ces molécules. C'est la mi-temps pour les marathoniens. Le long du parcours, on s'occupe de ceux qui, après 1 à 2 heures de course, sont déjà épuisés. Ici, pas d'antalgique. Le marathon de Strasbourg offre une bonne occasion de pratiquer pour les étudiants d'une école de masseurs-kinésithérapeutes. Pendant que les coureurs à bout de force affluent dans la salle de massage, les plus tenaces atteignent déjà la ligne d'arrivée. Le meilleur temps est aujourd'hui de 2h35. Nous ne revoyons pas le jeune Français dopé au paracétamol, mais nous croisons à nouveau l'Allemand qui prévoyait de prendre une aspirine en cours de route. J'ai pris une aspirine au bout de 20 km, mais juste par mesure de précaution. Je n'éprouvais pas spécialement de difficultés et n'avais mal nulle part. Zéro problème. Peut-être que ça m'a juste permis d'aller encore plus vite. Poumons et cœur tournent à plein régime jusqu'à la ligne d'arrivée. Les articulations des genoux sont elles aussi mises à rude épreuve. 40 km, c'est une pression totale de 5000 tonnes qui s'exerce sur elles. En 2008, 2 participants au marathon de la Ruhr ont succombé à un infarctus. Si d'un côté, les médicaments aident à lutter contre la douleur, de l'autre, on ne devrait jamais aller au-delà d'une certaine limite. Décider de prendre des antalgiques dans une démarche prophylactique, c'est encourir le risque de ne pas sentir les signaux d'alarme naturels et vitaux que nous envoie notre corps. En minimisant ces signaux, on s'expose à de graves dangers. Les analgésiques ont des effets sur la muqueuse de l'estomac, déjà fragilisée par l'effort sportif intense. La digestion est perturbée, car toute l'énergie est orientée vers l'effort qu'on doit fournir. Et il se peut tout à fait que les effets du médicament fassent ricocher sur le système cardiovasculaire, les reins, le foie. Cela peut laisser des séquelles à long terme, comme pour la plupart des médicaments du reste. sur la ligne d'arrivée, c'est le bonheur. On a réussi. Après l'effort, le réconfort. Une médaille est remise à tous les marathoniens. Retour à Erfurt, au chevet d'une femme qui a frôlé la mort pour avoir pris trop d'antalgiques. Au centre de dialyse, Waltraud Heike attend que la machine ait fini de purifier son sang. Elle a pris de l'ibuprofène tous les jours, pendant des années, pour calmer ses douleurs aux genoux. Et aujourd'hui, ses reins ne sont plus capables d'assurer leur fonction. Voici à quoi ressemble un rein sain. On voit se dessiner une forme nette sur l'échographie. Les reins de Waltraud Heike sont plus petits et on distingue à peine leur forme. Ils se sont atrophiés sous l'action des analgésiques. Ces reins n'étant plus à même de travailler et pouvant donc à peine fabriquer de l'urine, le sang de Waltraud doit être filtré artificiellement à la fois de ses toxines et de l'eau en excès. Elle n'a le droit de boire qu'un demi-litre par jour. Je reste ici en moyenne 4h30, parfois plus quand je n'ai pas été très disciplinée. Souvent le week-end, parce que j'ai tendance à boire un chouïa plus. 500 millilitres, ce n'est vraiment pas beaucoup. Ce qu'on doit endurer, ce n'est pas permis. Mais bon, c'est comme ça. Il faut bien faire avec. On n'y peut plus rien maintenant.
Waltraud est une femme cultivée qui ne s'est simplement jamais intéressée aux effets secondaires de l'ibuprofène. Et elle n'est pas la seule. Son médecin, Christoph Haufe, souhaite qu'on introduise une nouvelle matière dans les programmes scolaires. Dans les programmes d'éducation à la santé, il y aurait sûrement moyen d'intégrer une présentation du système de santé et de son fonctionnement, ainsi que des médicaments en vente libre et de tout ce à quoi il faut faire attention. Le mieux serait bien sûr de mener ces campagnes d'information dans les écoles. Prendre des cachets contre la douleur est passé dans les habitudes sans qu'on ait jamais vraiment su ce qu'il y avait dedans. C'est un problème qui concerne aussi les jeunes, qui s'en amusent dans des vidéos humoristiques. Miri et Julia, deux lycéennes de Munich, ont trouvé celle-ci sur le net. Il est question d'un médicament anti-gueule de bois. Si Miri et Julia ne se retrouvent pas dans cette vidéo, elles sont elles aussi coutumières de la prise dentalgique. Le lycée, enfin le stress que me procure le lycée me donne d'horribles maux de tête, presque tous les jours. J'essaye de ne pas prendre systématiquement des cachets, mais la plupart du temps je suis obligée, surtout quand je dois préparer un devoir sur table. Je n'arrive pas à réviser quand j'ai mal à la tête. Du coup, je prends un ibuprofène ou quelque chose comme ça. J'ai une copine qui a toujours des antalgiques dans son portefeuille. On l'appelle la pharmacie ambulante, parce qu'elle a toujours un remède à tout dans son sac, y compris des comprimés contre la douleur. Nous prions les deux jeunes filles de jeter un coup d'œil aux notices des médicaments sans ordonnance les plus courants. Demandez l'avis d'un médecin si la douleur persiste plus de 4 jours. La même chose vaut pour tous les antalgiques en vente libre. On ne doit pas en prendre plus de 3 ou 4 jours de suite sans l'avis du médecin. Je ne crois pas que les gens se fatiguent à tout lire. D'ailleurs, moi non plus, je n'avais jamais lu la notice. Risque important d'ulcère et d'hémorragie dans le tractus gastro-intestinal. On ne comprend pas la moitié de ce qui est écrit. Il y a aussi des risques de réactions allergiques, éruptions cutanées, œdème au niveau du visage, de la langue et du larynx. Risque accru de crise cardiaque, infarctus, attaque d'apoplexie, réaction psychotique et même dépression. Sympa. Oui, sympa. Tu en prends régulièrement? Assez, oui. C'est plutôt effrayant. Presque personne ne lit la rubrique « Effets indésirables » des notices de médicaments imprimées en caractères minuscules. Quelles informations transmettent les pharmaciens? Renseignent-ils davantage les jeunes? Nous envoyons Miri et Julia acheter des antalgiques après les avoir équipés de caméras cachées. Selon leur code de déontologie, les pharmaciens ont le devoir de garantir la sécurité de leurs clients. Autrement dit, de les prévenir des éventuels dangers des médicaments qu'ils achètent. Miri et Julia demandent des antalgiques divers et variés dans 6 pharmacies différentes. Un paquet d'ibuprofène, s'il vous plaît. Il me faudrait du paracétamol. Dans 4 pharmacies, on informe les lycéennes du nombre de comprimés à prendre par jour, mais sans leur dire sur quelle durée. Dans les 2 autres, elles ne reçoivent aucun conseil. Nous décidons d'intervenir et demandons aux pharmaciens pourquoi ils n'ont donné aucun renseignement aux jeunes filles. Si on ne nous pose pas de questions. Et puis, la plupart des clients sont pressés. Ils veulent acheter leurs médicaments et filer. J'ai mon équipe qui m'attend dehors. Puis-je vous interviewer en leur présence? Oh non. Aucun des 6 pharmaciens n'accepte de nous parler. D'un point de vue pénal, ils ne commettent aucune faute en omettant de renseigner leurs clients. Mais leur légèreté étonne tout de même Miri et Julia. C'est un peu contradictoire. En tant que mineur, on n'a pas le droit d'acheter d'alcool fort. Mais des antalgiques, si. Pourtant, c'est largement aussi dangereux si on compte tous les effets indésirables. Les antalgiques sont en accès libre et donc accessibles à tous. Il est même permis d'en faire la publicité. Enfants et adolescents voient des réclames partout, y compris dans les magazines. Les publicités en pleine page comme celle-ci sont légion dans les magazines d'actualité.
Dans le style d'un article journalistique, le publi-reportage de Initiative Schmerzlos, l'association Stop à la douleur, explique au lecteur que les adolescents allemands font un usage trop timide d'analgésiques tels que l'ibuprofène. À l'en croire, les parents s'inquiètent outre mesure des éventuels effets indésirables. Qui se cache derrière cette publicité déguisée? Dans ce cas précis, manifestement pour la molécule ibuprofène. Les études citées en référence laissent peu de place au doute. Presque toutes ont été réalisées à la demande de Reckitt Benckiser, alias RB. Mais qui est Reckitt Benckiser? RB est une multinationale pharmaceutique qui produit, entre autres choses, le célèbre médicament à base d'ibuprofène appelé Nurofen, un antalgique pour toute la famille. Nous constatons que le logo du Nurofen est presque identique à celui de Initiative Schmerzlos. Cela n'a rien d'étonnant puisque derrière celle-ci se cache le groupe Reckitt Benckiser. Information ou marketing? 3 grands thérapeutes de la douleur soutiennent Initiative Schmerzlos en tant que consultants. Leurs noms donnent à la campagne de publicité un aspect plus sérieux. L'un d'eux est le professeur Stefan Evers, neurologue et médecin-chef, qui, fort à propos, est à l'origine d'un certain nombre d'études qui valident les thèses avancées dans la réclame. Une seule étude ne semble liée ni à l'entreprise ni aux experts dont elle s'entoure. Celle sur les maux de tête réalisée en 2005 par le docteur Constance Fendrich de l'université de Greifswald. Elle conclut que le mal de tête est la douleur physique dont les adolescents se plaignent le plus souvent. Mais l'étude recommande-t-elle de prendre plus de médicaments? Bien au contraire. La directrice de recherche trouve inquiétant que plus de la moitié des adolescents consomment des médicaments en vente libre. Nous décidons de lui écrire, curieux de savoir pourquoi son étude est citée dans un article qui prône la consommation d'antalgiques. Le groupe Reckitt Benckiser commercialise le principe actif analgésique ibuprofène sous le nom de Nurofen dans une version faiblement dosée qu'elles vendent comme spécialement conçue pour les enfants et les adolescents. Annie ist jetzt einfach kein Kind mehr. Wenn sie Schmerzen hat, möchte ich schon wissen, dass ich das Richtige tue. Wenn Mädchen und Jungen älter werden, verändern sich auch ihre Schmerzen. Nurofen für Jugendliche zergeht auf der Zunge und ist altersgerecht dosiert. En fait, ce médicament n'a rien de spécial. On peut très bien prendre la moitié d'un ibuprofène 400 si on veut seulement 200 mg. Ça revient exactement au même. Tout est dans le marketing. C'est aussi l'avis de Constance Fendrich, qui nous a répondu qu'elle ignorait que son étude avait été utilisée à des fins publicitaires. Elle n'avait même pas connaissance de la campagne de pub de Reckitt Benckiser. La directrice de recherche ne souhaite pas répondre à une interview filmée, mais elle affirme regretter que les chercheurs n'aient pas un budget marketing similaire à celui des entreprises pharmaceutiques et la marge d'action correspondante qui leur permettrait de contrer des stratégies publicitaires manifestement très efficaces. Quand médecine et industrie ont des intérêts communs. En périphérie de Hamm, dans le nord-ouest de l'Allemagne, une poignée de médecins incorruptibles se sont réunis au sein d'une association appelée Medsis, qu'on pourrait traduire par « Je paie moi-même mon déjeuner ». Leur but ? Dissuader leurs confrères de collaborer avec les entreprises pharmaceutiques. L'association est présidée par le docteur Christian Fischer. Il faut faire une distinction nette entre publicité et information. La publicité est faite pour vendre un produit, et l'initiative dont vous parlez vise bel et bien à vendre un produit. C'est dit clairement sur leur site web, pour peu qu'on la lise attentivement. Elle est là pour encourager le recours à l'ibuprofène vendu sous l'appellation Nurofen, pour faire en sorte que les gens l'achètent d'eux-mêmes et l'utilisent de leur propre initiative. Donc l'idée est de créer un marché, et non d'informer les gens à proprement parler. Je dirais plutôt qu'ils promeuvent un produit de façon très habile, en s'appuyant sur quelques menus informations ou pseudo-informations de manière à créer un marché. Les médecins jouent un rôle important dans cette histoire, et l'industrie pharmaceutique le sait. Ce pourquoi elle les approche avec un soin tout particulier. D'abord, ils nous font des petits cadeaux pour entretenir l'amitié. Un stylo, par exemple. On pourrait croire qu'un stylo n'est pas de nature à influencer qui que ce soit, et pourtant, de nombreuses études prouvent le contraire. Ces petits cadeaux font beaucoup, sinon ils ne se donneraient pas la peine. Ils ne nous offrent pas ça par pure bonté de cœur, mais dans un but bien précis.
Quand ils financent les repas des médecins dans leur cabinet ou à l'hôpital, ça a une influence directe sur les ordonnances. Les médecins en question vont prescrire plus volontiers les médicaments de cette marque plutôt que d'autres. Médecins et industrie pharmaceutique. Une alliance diabolique? Nous avons rendez-vous à New York avec l'équipe de ProPublica, qui se présente comme une rédaction web indépendante à but non lucratif qui pratique le journalisme d'investigation dans l'intérêt général. Une loi vient d'entrer en vigueur aux États-Unis qui oblige l'industrie pharmaceutique à rendre public toute faveur ou cadeau fait aux médecins. Une mesure prise avant tout sous l'effet de la pression du public. Tout est parti d'ici. ProPublica est installé au beau milieu du quartier des affaires. Son activité est financée par une fondation. Tracy Weber, lauréate du prix Pulitzer, a révélé les liens étroits qui se tissent entre les médecins et l'industrie pharmaceutique. Il y a quelque temps, un certain nombre d'entreprises pharmaceutiques a eu des démêlés avec l'administration fédérale pour avoir encouragé des usages détournés de leurs médicaments. De ce fait, elles ont dû accepter de divulguer l'identité des médecins, infirmières et autres professionnels de la santé qu'elles payaient pour des conférences et des missions de conseil. Mais elles l'ont fait d'une façon totalement obscure. Tout figurait sur leur site web, mais on ne pouvait pas y faire de recherche. Le site était fait de telle sorte qu'il était quasiment impossible de savoir, par exemple, qui avait reçu le plus d'argent. Sur notre base de données intitulée $4 Docs, des dollars aux docteurs, nous avons épluché les sites de 17 sociétés pharmaceutiques. Nous avons additionné tout ce qu'elles ont dépensé pour les conférences et les missions de conseil, ainsi que pour la recherche, et nous sommes arrivés à 4 milliards de dollars. Nous n'avions aucune idée de l'ampleur du phénomène. Nous avons été choqués en réalisant les sommes faramineuses que ça représentait. Tracy Weber a identifié de véritables champions parmi les médecins impliqués dans ces affaires, comme ce psychiatre de Nashville qui a empoché $1 million par an pour avoir vanté les mérites d'un certain nombre de médicaments. Quel impact ces informations ont-elles sur les patients? À quel point l'argent versé aux médecins influence-t-il les ordonnances? C'est ce que les journalistes cherchent à savoir. Nous avons constaté que 17 des 20 médecins qui prescrivent le plus certains médicaments recevaient de l'argent des fabricants de ces médicaments. C'est une vérité que les patients devraient connaître. Ainsi, ils pourraient retourner voir leur médecin et lui dire « Ce médicament est censé être pris par les personnes atteintes de graves troubles cardiaques. Pourquoi me l'avez-vous prescrit? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le fait que la société pharmaceutique vous paie ?» En Amérique, les patients peuvent s'informer sur les éventuels liens entre leurs médecins et l'industrie pharmaceutique. Et en Allemagne, nous retournons voir le docteur Christian Fischer à Hamm. Ici, les entreprises pharmaceutiques ne sont pas tenues de dévoiler leurs arrangements avec les médecins. Pourtant, les Allemands aussi appellent à plus de transparence. Il y a des financements indirects. Par exemple, le laboratoire charge des spécialistes, ou des prétendus spécialistes, de réaliser une étude à ses frais. Ce n'est pas très moral, mais c'est légal. Transparency International parle de corruption légalisée. Ou alors, l'entreprise paie des honoraires exorbitants à un médecin pour qu'il promeuve ses produits dans le cadre d'une soi-disant formation sponsorisée par l'entreprise. Nous observons d'encore un peu plus près la publicité déguisée pour le Nurofen du groupe Reckitt Benckiser. Un visage se détache, celui du neurologue et médecin-chef Stefan Evers. Combien gagne-t-il pour promouvoir les produits Reckitt Benckiser? Nous le lui demandons. En attendant sa réponse, nous poursuivons nos recherches et découvrons qu'il a participé à de nombreuses émissions de télévision jusqu'en 2013 et répondu en tant que spécialiste à des questions sur les migraines et les maux de tête. Bei uns ist Professor Stefan Evers und Experte Neurologe, Chefarzt. Stefan Evers n'a donc pas peur des caméras. Pourtant, il nous répond par écrit qu'il refuse par principe toute interview filmée. En réponse à notre question concernant ses honoraires, il nous écrit que ce sont là des considérations pécuniaires d'ordre personnel et qu'il n'a donc pas à nous en parler. Francfort. Les journées de la douleur et des traitements palliatifs. Il s'agit d'une rencontre annuelle réunissant industrie et spécialistes
qui échange les dernières nouveautés en matière de traitement de la douleur. Stefan Evers y donne une conférence déjeuner, comme on dit, sur la douleur chez l'enfant et l'adolescent. Nous profitons de l'occasion pour tenter de l'interroger. Mais cette fois encore, il refuse de nous répondre. Nous lui posons malgré tout quelques questions. J'ai cité des données. Pouvez-vous parler en toute indépendance de la consommation des antalgiques alors que vous êtes payé par la société qui fabrique ces médicaments? Je ne suis payé par personne. Vous travaillez donc gracieusement pour cette entreprise pharmaceutique? Vous recommencez. C'est une simple question. À laquelle je ne souhaite pas répondre. Je trouve cela problématique qu'un spécialiste comme vous cautionne une réclame visant à favoriser la vente d'un certain antalgique. Nous voulons juste clarifier la situation. Vous n'allez rien clarifier du tout. Vous direz ce que vous voulez de toute façon. Je vois bien que vous avez déjà une opinion sur le sujet. Je ne vous donnerai pas de réponse. Nous apprenons de l'organisateur de l'événement que cette conférence a été financée par Rekit Ben-Kisser. On ne s'étonnera donc pas que des brochures de Initiative Schmerzlos aient été distribuées. Nous avons bien sûr demandé à l'entreprise pharmaceutique quel rôle jouait pour elle un spécialiste tel que Stefan Evers, si elle lui versait de l'argent et combien. Voici ce qu'on nous a répondu. Le docteur Evers ne reçoit pour son soutien que des indemnités de frais. Il n'a reçu aucune mission de recherche de la part de RB. Son travail scientifique n'est influencé ni par RB, ni par Initiative Schmerzlos. RB n'aurait confié aucune recherche à Stefan Evers? Pourtant, le Dr Evers en a réalisé au moins une à la demande de Rekit Ben-Kisser. C'est écrit noir sur blanc dans l'article promotionnel de Initiative Schmerzlos. Nous découvrons ensuite qu'il a participé à une autre étude financée par RB. Un de ses confrères américains ayant également participé à l'étude nous donne un aperçu du montant des soi-disant indemnités de frais. Pour sa part, il a reçu 20 000 livres sterling, soit 30 000 €. Pas facile de remonter la piste de l'argent dans ces affaires. D'autant plus qu'aucune loi ici ne contraint entreprises et médecins à rendre publiques leurs transactions financières. Toutefois, depuis peu, il semble que l'industrie pharmaceutique ait décidé d'elle-même de ne plus faire un mystère du sponsoring d'événements comme celui-ci. Mais personne n'est à même de le vérifier. Quant à la rémunération des médecins, elle continue à se faire dans l'ombre. Pourquoi? Parce qu'à en croire Christiane Fischer, ces arrangements entre industrie et corps médical ne visent jamais en premier lieu l'intérêt des patients. Les produits sont utilisés pour créer un marché aussi lucratif que possible. Par exemple, concernant le marché des antalgiques, Rekit Ben-Kisser a fait en sorte que de plus en plus d'enfants, de jeunes et d'adultes consomment ces produits. C'est son but ultime. L'objectif n'est pas d'aider les gens à lutter contre la douleur. Ça, c'est l'objectif des médecins. Et souvent, on y parvient mieux en faisant une activité physique qu'en consommant des médicaments. Je ne nie pas qu'on ait besoin d'analgésiques dans certaines situations, mais ce dont on n'a pas besoin, c'est de ces entreprises qui veulent juste créer des marchés. De retour à New York. La dangerosité de cette volonté de vendre à tout prix est illustrée par un exemple éloquent en Amérique. Peter a 22 ans. Il avait un travail, un appartement et une petite amie jusqu'à il y a 3 ans, quand il a subi une opération à l'aine et dû prendre des antalgiques. Je me suis fait opérer à 18 ou 19 ans. Mon médecin m'a prescrit des opiacés. C'est là que tout a commencé. Parce qu'évidemment, je me suis mis à en abuser. La Phoenix House, Central Park West, New York. L'une des plus grandes institutions américaines de lutte contre la toxicomanie. Le docteur Stephen Margolis, son directeur, voit un lien bien concret entre le marketing pharmaceutique, les antidouleurs soumis à prescription et la dépendance. La plupart des sources indiquent qu'au milieu des années 90, les antalgiques opiacés faisaient l'objet d'un marketing acharné. On incitait fortement les médecins à les prescrire pour soulager la douleur. Dans les hôpitaux, on demandait aux malades d'estimer leur degré de souffrance en se basant sur une certaine échelle de la douleur. Et on reprochait au corps médical de ne pas suffisamment traiter la douleur.
L'industrie s'est arrangée pour augmenter les livraisons d'opiacés et le résultat, c'est que les prescriptions d'opiacés ont augmenté de façon exponentielle. Incroyable mais vrai. Pour l'industrie pharmaceutique, c'est une campagne réussie. Les médecins américains se sont mis à prescrire des opiacés même pour des douleurs peu intenses. Aujourd'hui encore, les antalgiques opiacés comptent parmi les médicaments les plus prescrits. Or, les opiacés fonctionnent comme l'héroïne. Le risque d'addiction est considérable. Peter se souvient encore très bien de l'effet qu'ils ont eu sur lui. J'adorais la sensation qu'ils me procuraient. J'ai éprouvé du plaisir à les consommer. Alors je me suis mis à en prendre de plus en plus. Je retournais sans cesse voir le médecin pour qu'il m'en prescrive davantage. Ensuite, j'ai essayé de m'en procurer dans la rue, illégalement. Et là, c'est devenu très grave, très vite. Comme tant d'autres, Peter a basculé. Il est devenu accro à l'héroïne, car dans la rue, un cachet d'opiacés peut coûter jusqu'à 50 $. La quantité d'héroïne nécessaire pour obtenir le même effet revient moins cher. Parallèlement à cela, on observe une augmentation du nombre de morts par overdose, de traitements pour toxicomanie et d'addiction à l'héroïne. Il y a eu également une évolution au niveau des populations concernées. Avant, l'héroïne était un problème des grands centres urbains. On en vendait dans la rue, mais maintenant, on en trouve dans les banlieues et chez des gens qui n'étaient pas du tout sujets à ce genre d'addiction jusque-là. Nous sommes probablement face à la pire épidémie de drogue, comme on a pu le dire, de l'histoire des États-Unis et peut-être du monde. Jamais il n'y a eu autant de morts par overdose. Et cela remonte au milieu des années 90, quand à la suite d'un marketing agressif, la quantité de médicaments mis sur le marché est montée en flèche. Comme ils sont devenus plus accessibles, les gens se sont mis à en consommer. Après 2 ans d'addiction à l'héroïne, addiction provoquée par une prescription médicale, Peter est à présent guéri. On va voir le médecin quand on a un problème de santé. On devrait se sentir en sécurité entre ses mains. Les médecins sont des gens qui ont fait des hautes études et qui en connaissent nettement plus long que nous en matière de médecine. Donc, on devrait pouvoir leur faire confiance. En Allemagne aussi, les prescriptions d'opiacés augmentent. Les experts nous mettent en garde contre les conséquences. Quoi qu'il en soit, 80% des opiacés produits dans le monde sont consommés aux États-Unis. Peut-être le marketing de l'industrie pharmaceutique a-t-il trouvé un terrain particulièrement fertile au pays de la publicité. Les analgésiques en vente libre, comme le paracétamol, alias Tylenol, ou l'ibuprofène, sont aussi accessibles que des bonbons dans les rayons des pharmacies. Nous avons pu acheter 1100 cachets antalgiques en une seule fois pour l'équivalent de 44 €. 450 personnes meurent chaque année aux États-Unis suite à une surdose de paracétamol. C'est pourquoi, depuis 2013, les emballages portent l'indication « Lisez les nouvelles mises en garde ». Mais selon Tracy Weber, ça ne suffit pas. Les gens s'habituent à prendre certains médicaments et s'imaginent pouvoir en prendre autant qu'ils veulent. Je ne crois pas qu'ils pensent aux personnes qui sont mortes pour avoir abusé de Tylenol ou de l'acétaminophène. Ils croient pouvoir consommer de l'ibuprofène à l'infini parce qu'ils ont mal aux genoux. Les gens ne sont pas suffisamment au courant des dangers. Surtout ceux qui ne lisent pas les journaux ou ne prêtent pas attention aux études qui sont publiées. Et on trouve ces médicaments partout, dans les stations-service, les 7-Eleven, les boutiques des aéroports. Alors on se dit, tiens, j'ai un peu mal à la tête, je vais en prendre. Une grosse boîte de paracétamol peut contenir 50 grammes de substances actives. Or, si l'on dépasse 7 grammes, on peut avoir de graves ennuis au niveau du foie et mettre sa vie en danger. Nous rentrons en Allemagne. Ici aussi, on connaît les dangers d'une surdose de paracétamol. Mais on fait fi des signaux d'alarme. Malgré tout, depuis 2009, on ne trouve plus que de petits paquets contenant 10 grammes de paracétamol en vente libre dans les pharmacies allemandes. En France aussi, on veut apprendre aux consommateurs à faire un usage plus prudent des antalgiques en vente libre. C'est pourquoi il n'y a plus dans les pharmacies françaises que des paquets de 8 grammes. Retour au centre antipoison d'Erfurt.
Helmut Henschel et ses collaboratrices sont presque tous les jours confrontés à un grave cas d'intoxication au paracétamol. Et ce, malgré la réduction de la taille des paquets en vente libre. Selon eux, la loi devrait être bien plus radicale. Insofern sollte man schon ernsthaft darüber nachdenken. Il conviendrait d'envisager sérieusement de reconsidérer la classification de ce médicament. En d'autres termes, il faudrait que les autorités réfléchissent à la pertinence d'exiger dorénavant que ces médicaments ne soient délivrés que sur ordonnance. À la faculté de pharmacologie d'Erlangen, Kai Brune réclame depuis longtemps déjà que le paracétamol soit soumis à prescription. Et encore plus, depuis les dernières découvertes relatives aux conséquences du paracétamol sur le fœtus. Des chercheurs danois ont observé plus de 60 000 mères et leurs enfants pendant 6 ans. Leur constat, les enfants des mères qui ont consommé régulièrement du paracétamol pendant leur grossesse ont davantage d'ennuis de santé que les autres. Ces enfants présentent 4 particularités. D'abord, ils se développent plus lentement que les autres sur le plan physique. Ensuite, ils se développent plus lentement sur le plan psychosocial. Troisièmement, ils sont davantage sujets à l'hyperactivité. Et enfin, et c'est un fait connu depuis longtemps, ces substances peuvent favoriser l'asthme et le rhume des foins à long terme. L'étude danoise révèle ainsi que les dangers du paracétamol ne se limitent pas au risque de surdose et d'insuffisance hépatique. Mais ça n'a pas suffi à la BfArM, l'Institut fédéral de sécurité des produits de santé, pour soumettre la substance à prescription médicale. Elle exige pour cela qu'un plus grand nombre d'études corroborent ses conclusions. Mais qui les financera? À Duisbourg, l'interniste Peter Zawicki se bat depuis des années contre un système où la qualité des médicaments est déterminée unilatéralement par les entreprises qui les fabriquent. Les études coûtent cher et sont généralement financées par l'industrie pharmaceutique elle-même. Et les informations qui en découlent servent de base à l'autorisation de mise sur le marché et à la décision de soumettre ou non tel et tel médicament à prescription. Le fait que ce soit l'industrie pharmaceutique elle-même qui fasse mener des études entraîne forcément une certaine déformation des faits, car ceux qui payent poursuivent évidemment un but précis, à savoir l'autorisation du médicament, et donc une appréciation favorable. Or, les autorités sanitaires pourraient très bien investir une entreprise ou une université de la tâche de mener une étude sur un nouveau produit pharmaceutique. Alors, cette entreprise ou cet institut de recherche soumettrait ses conclusions directement à la BfArM et non à la société pharmaceutique. Un institut payé par un fabricant sait très bien que s'il se montre trop critique vis-à-vis du produit, on ne fera plus appel à lui. Peter Zawicki sait de quoi il parle. De 2004 à 2010, il a été à la tête de l'IQVIC, l'Institut pour la qualité et l'efficacité du système de santé publique. Sous sa direction, l'Institut, basé à Cologne, portait un œil critique sur les nouvelles autorisations de médicaments. Résultat, Peter Zawicki s'est mis à dos tout le secteur pharmaceutique. 2009, conférence des ministres de l'économie des Länder allemands à Potsdam. Entre autres conclusions, on souligne l'importance du secteur pharmaceutique et des biotechnologies dans l'économie allemande puissante et novatrice. Les ministres de l'économie jugent donc les agissements de l'IQVIC inopportuns, puisqu'ils renforcent l'incertitude dans un important secteur économique. En 2010, le contrat de Peter Zawicki n'est pas renouvelé, bien qu'il jouisse d'une excellente réputation. On se doute que le lobby de l'industrie pharmaceutique y est pour quelque chose. Depuis, Peter Zawicki travaille à nouveau comme interniste. Sa position reste inchangée. Tout ça, c'est de la politique. Et la politique est influencée par les lobbies. Mais on vote pour un Parlement, et ce Parlement peut faire passer des lois. Une de ces lois pourrait autoriser les entreprises pharmaceutiques à financer les études réalisées avant et après la mise sur le marché de certains produits. Mais exiger que l'institut de recherche soit choisi par les autorités sanitaires ou un autre organisme indépendant. Le problème, c'est qu'on doit le vouloir. Or, ça ne semble pas être le cas.
On pourrait aussi exiger de réduire la taille des paquets d'aspirine, d'ibuprofène ou de diclofénac, comme on le fait avec le paracétamol. Bref, de tous les antalgiques en vente libre. En 2012, une commission de la BfArM a demandé à limiter la vente de tous les médicaments sans ordonnance à la dose maximale pour 4 jours. Les clients seraient ainsi amenés à utiliser le médicament avec prudence. Nous interrogeons le ministère de la Santé. Pour quand est prévue la commercialisation des paquets de taille réduite? Sa réponse: les résultats de l'étude sont en cours d'analyse. Nous revoici à Erfurt, auprès de Waltraud Heike, qui, nous le répétons, doit faire filtrer son sang par une machine 3 fois par semaine pour avoir consommé des antalgiques des années durant et anéanti ses fonctions rénales. Elle aussi plaide pour des contrôles plus stricts. On ne devrait pas pouvoir acheter ces médicaments aussi librement. Les pharmaciens devraient avoir une attitude plus responsable et ne vendre d'analgésiques à leurs clients qu'après s'être vraiment bien assurés qu'ils vont les utiliser avec prudence.